Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Audric Foucault, préparateur physique de l'équipe olympique de canoë-kayak, ayant été présent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et préparant les Jeux de Paris 2024. Comment vas-tu, Audric? Salut Kevin, ça va bien et toi? Très bien. Bon, ça fait plaisir de te recevoir sur le podcast. On a eu quelques petites péripéties de connexion, mais on a enfin réussi à savoir. Avec les emplois du temps assez chargés de nous deux, on a réussi à trouver un bon moment. On va essayer de ne pas éterniser l'épisode à plus de 2 heures, de manière à ce que je ne te retarde pas. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais essayer de te présenter rapidement. Tout d'abord sur le plan sportif, je sais que tu as démarré avec la pratique de la natation et du judo, où tu allais jusqu'à la ceinture noire. Tu as ensuite passé pas mal de temps dans le monde de la musculation, qui t'a amené à faire de la compétition en force athlétique jusqu'à un niveau champion de France et vice-champion d'Europe en catégorie junior. Tu t'es ensuite tourné vers le monde de l'endurance avec la pratique du triathlon en compétition. Aujourd'hui, je crois que tu as déjà fait 2 Ironman, un à Nice et à Vichy en 2022, et plusieurs marathons, et je ne compte même pas le nombre d'épreuves de cyclisme que tu as dû faire. Sur les plans scolaires et professionnels, tu as fait une double licence STAPS, filière entraînement sportif, spécialisée en judo, force athlétique, haltérophilie et musculation. Tu as enchaîné avec un master de recherche en STAPS et OPS pour expertise et optimisation de la performance sportive, durant lequel tu as fait un mémoire sur l'entraînement en hypoxie. Tu as ensuite travaillé à l'ITEPS, en charge des sportifs de haut niveau, tout en étant enseignant en master STAPS, en qualité de vacataire, sur la gestion de la charge d'entraînement et la physiologie du sportif, tout en passant un diplôme universitaire spécialisé dans la nutrition du sportif. Cela t'a ensuite amené à participer aux Jeux olympiques de Tokyo et signer un contrat depuis janvier 2021 en tant que préparateur physique et data scientist des équipes de France de canoë-kayak olympiques et paralympiques en préparation des Jeux 2024. Tu es aussi actuellement en thèse sur le suivi longitudinal des athlètes de l'équipe de France de canoë-kayak avec analyse de data. Bon, on peut donc dire que tu as un sacré parcours, puisque tu n'as que 28 ans. Ce qui m'amène sur ma première question. Quand est-ce que tu dors? C'est quoi la journée type de Monsieur Foucault? Bon, ben merci Kevin pour cette présentation où tu n'as raté aucun détail. Tu me connais limite mieux que je me connais moi-même parce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on accumule quelques compétences et qu'on valide des étapes. Des fois, on se rend pas compte du entre guillemets du chemin parcouru. Euh, Ce qui est important, c'est de d'arriver à bien organiser son planning et alors c'est pas toujours évident, mais d'essayer de bien hiérarchiser tout ce qu'on doit faire dans une journée. Euh, Après, je dirais que souvent, alors moi, ce qui est sûr, c'est que je prépare mes emplois du temps de manière bien carrée et bien ordonnée, mais la entre guillemets la vie professionnelle fait que d'une certaine manière, ça se cadre et ça se décante tout seul. Donc il y a plusieurs cases pour moi à remplir dans ma vie avec plus ou moins de coefficients entre guillemets de priorité et j'ai forcément la journée avec le travail classique comme tu l'as dit au sein de la FFCK, de la Fédération française de canoë-kayak, et ensuite à moi d'être efficace et je dirais efficient pour caler le reste des trous de la journée. Alors c'est vite calé, hein. Il y a le travail de thèse et de recherche à faire à côté. Ensuite, ma pratique physique sportive qui reste une passion et une nécessité pour moi en plus de tout ça. Euh, donc, ce que tu disais par rapport au sommeil, tu l'as posé d'une manière un petit peu humoristique, mais c'est vrai que des fois, on a tendance à couper certaines parties. Le sommeil, parfois, peut prendre un petit peu cher mais malgré tout, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas été parfois, on va dire irréprochable,
Mais l'intérêt, et ça on pourrait en reparler, mais l'intérêt du sommeil, j'allais dire qui n'est plus à démontrer, mais malgré tout qui reste toujours démontré dans certaines études scientifiques et notamment dans celle où je suis actuellement, on va dire en fonction, c'est tellement important que j'essaye aussi de me réguler sur les timings de sommeil, essayer de se coucher à des heures régulières et décentes, même si je suis plutôt un couche-tard. Mais on a beau être un couche-tard, dans la vie réelle, il faut quand même se lever tôt. Et les deux, sur le long terme, se coucher tard et se lever tôt, sont pas superbement compatibles. Donc il y a des moments, c'est compliqué. Et donc j'en reviens à ce que je te disais au départ, il faut hiérarchiser au mieux par rapport à soi et à ses obligations principales. Ok. Et comment tu t'organises un petit peu du lever le matin sur ta journée type entre tes recherches pour la thèse, ton travail en tant que préparateur physique, ton activité sportive, puisque tu avais l'air de dire que la pratique sportive est plus un besoin qu'une passion. Ouais, c'est les deux, hein. C'est avant tout une passion et puis c'est également un besoin. Enfin, ça fait partie du métier. Et si on veut, alors on n'a pas besoin d'être champion du monde, mais si on veut comprendre comment se passent les choses, et il faut les avoir quand même ressentis un minimum sur soi. Non, mais ça c'est vrai que c'est beaucoup à la mode de faire les day in life, les journées type. On va dire, ça dépend. Mais une journée type, si tu veux absolument savoir, c'est le matin, plutôt du travail en présentiel en salle avec les athlètes, Ouais. donc sur la préparation physique. Euh, le midi, ça peut être de caler une séance de sport en mangeant dans la foulée après. Et l'après-midi, du coup, ce serait plus soit du travail au niveau des réunions avec le boulot, ou soit du travail plus lié à la data ou à la recherche. Euh, et donc le soir, soit caler une séance de sport si je l'ai pas faite, on va dire entre midi et deux. Et, euh, et sinon, par contre, dans tous les cas, je vais rajouter du travail sur la recherche ou sur les lectures, sur ce que j'ai à faire, en plus du travail un petit peu invisible, mais qui doit quand même être fait, Mhm. jusqu'à souvent tard le soir. Après, je suis assez productif après 20h ou 21h, donc ça me dérange pas de pas compter à ce niveau-là, parce que j'aime bien ça dans tous les cas. Et voilà. Après le week-end, la fin de semaine, j'essaye quand même de faire le sport plutôt le matin. Et après, ça dépend aussi de la vie sociale à faire à côté, mais j'aurai quand même aussi du boulot le week-end sur ordi, soit rédiger les programmes, les planifications, ou soit sur le travail de recherche, quoi. Donc Ok. c'est bien rempli, ouais. Ouais. Et du matin au soir, le repos est indispensable. Bon, j'aimerais démarrer un petit peu cette interview sur la partie canoë-kayak. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre canoë et kayak? Et quels sont les différents types d'épreuves que l'on peut retrouver en compétition dans ces disciplines? Ouais. Alors, comme tu m'as présenté, mais je le reprécise pour ceux, celles qui me connaissent pas. Moi, donc, je suis préparateur physique et donc, je m'occupe pas de l'entraînement purement bateau, donc purement technique, voire je m'en occupe pas du tout, c'est pas ma partie. Mm. Euh, donc j'ai appris à le connaître, mais donc je suis pas originaire du monde du canoë-kayak. Et donc évidemment, je pense qu'il y a quasiment personne dans la rue qui sait vraiment ce que ça veut dire. C'est un terme usuel où tout le monde en a fait une fois dans sa vie, l'été, dans un gros bateau plastique jaune, mais personne ne sait ce que c'est et tout le monde fait souvent des abus de langage. Et moi j'en ai fait pendant des mois à me faire reprendre souvent gentiment, mais donc oui, il y a une différence. Donc euh, le canoë, ce qu'on dira, c'est d'un côté de manière,
je fais de manière simpliste avec une pagaie simple et Mmh. ce sera à effectuer position à genoux. Donc soit avec les deux genoux pliés ou soit en position dit chevalier servant, donc en position fente pour la course en ligne, donc sur bassin plat. Mais dans tous les cas, ce sera avec soit un genou, soit les deux genoux posés au sol. Donc avec une pagaie simple. Et le kayak, donc ce sera avec les jambes relativement tendues vers l'avant et avec une pagaie double, où on peut du coup pagayer des deux côtés. Donc j'ai essayé OK. de rester global, parce que en fonction de si on fait de la course en ligne, c'est-à-dire sur bassin d'eau plate ou du slalom sur un cours d'eau vive agité avec des portes, il y aura des petites distinctions entre les bateaux, entre les pagaies et les manières de faire, parce qu'en course en ligne, un canoë ne pagaiera que d'un seul côté, alors qu'en slalom, il y aura des petites spécificités, il pourra switcher, il pourra faire des débordés, il pourra se réorienter en pagayant également de l'autre côté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est canoë à genoux, pagaie simple, et kayak, jambes tendues vers l'avant, pagaie double. Et donc je précise du coup, parce OK. on fait souvent l'erreur, pagaie et pas une rame. Une rame, c'est spécifique à l'aviron et c'est soutenu sur l'embarcation par une dame de nage, donc qui crée un point d'appui. Alors qu'en kayak, tout est fait directement en contact avec le corps sans avoir un autre point d'appui sur l'embarcation. OK. Bah, exactement le genre d'abus de langage que j'aurais pu faire. Que tout le monde Donc il ne fait. rame Mais pas, il non, pagaie. que tout le monde fait parce que c'est souvent facile au niveau élocution de le dire, et même des athlètes Mmh. qui là sont au plus haut niveau disent ah ben j'ai bien ramé, mais enfin Ouais, ça arrive quoi, c'est pas non c'est plus devenu le langage commun, quoi. oui oui voilà. OK. Alors tu as parlé d'eau vive. Quels sont les types de compétitions qu'on peut retrouver en canoë-kayak? Ouais, donc pour faire suite à ta première question, je fais bien donc la distinction entre les deux formes qui existent. Donc la course en ligne, donc on est sur un bassin d'eau plate. On se partage souvent le bassin avec les rameurs de l'aviron. Euh, Mmh. Il y a parfois j'allais dire des petites guéguerres de lignes d'eau, ou ceux qui vont vers l'avant et ceux qui vont en arrière. Mais moi qui suis en dehors de ça, ça me fait doucement rigoler parce que c'est des sports cousins qui sont quasiment pareils, mais il faut surtout pas leur dire que ce sont des sports similaires, sinon ils vont monter sur leurs grands chevaux. Mais souvent c'est pas méchant. Mais la course en ligne donc sur un bassin d'eau plate, dans des lignes d'eau. Alors anciennement, je dis anciennement au niveau olympique, parce que les compétitions existent toujours sur la scène internationale, du 200 mètres. Et sinon, ce qui existe à niveau olympique, c'est du 500 mètres et du 1000 mètres. Ça peut être en une place, monoplace, donc ce qu'on appelle K1 pour kayak une place, monoplace, ou C1, canoë une place. Ça peut être à deux pour ce qu'on appelle le K2, donc le kayak biplace, le C2, le canoë biplace. Et ça peut aller jusqu'à 4. Alors le C4 existe mais n'est plus olympique. Le Ah, K4 existe et est très impressionnant. Donc là il y a vraiment une notion d'équipage particulière qui rentre en jeu. Euh, donc je disais les distances 200, 500 et 1000 mètres. Aujourd'hui le 200 n'est plus olympique. On est sur du 500 mètres et du 1000 mètres. Ça peut OK. rendre globalement on pourrait dire, moi j'aime bien dire que c'est de l'athlétisme sur l'eau. Euh, c'est comme de la natation. Enfin, c'est un sport du coup qui est cyclique, qui est dans un seul axe, où les capacités, on va dire musculaires et de VO2 pour faire des raccourcis dans le champ des qualités physiques vont rentrer en compte. Et oui, il va y avoir des différences sur les qualités techniques, sur ce qu'on peut appeler le toucher d'eau, la capacité à emmagasiner le maximum d'eau au centimètre carré dans sa pagaie. Euh, mais globalement, le physique sur celui-là prend quand même une grosse part. Encore une fois, OK. il y a des exceptions. Et donc, la deuxième ou l'autre versant du monde du canoë-kayak, ce serait le slalom. Euh, Slalom où du coup on connaît le très célèbre Tony Estanguet, donc
qui a été 3 fois champion olympique, 2000, 2008 et 2012, qui aujourd'hui gère donc l'événement de Paris 2024. Donc le slalom, c'est un effort qui va durer, on va dire, entre les garçons, les filles, les canoës, les kayaks, entre 90 et 100 secondes. Donc c'est une descente d'un bassin, à ne pas confondre donc avec le canoë ou le kayak de descente. C'est encore une troisième partie, mais qui est non olympique et qui est encore une fois une partie un petit peu proche et cousine. Mais je ne m'occupe pas de cette partie-là. Bien que pourtant c'est la partie la plus pratiquée par les gens sans le savoir, hein. C'est prendre un kayak et descendre une rivière en ligne droite ou rejoindre des points. Donc le slalom, comme son nom l'indique, il y a des portes rouges et des portes vertes, donc des portes composées de 2 fiches. C'est simple, hein, il y en a entre 18 et 25 en fonction des parcours. Les portes vertes, il faut passer dedans, et les portes rouges, il faut faire un demi-tour à l'intérieur. Généralement, ils répartissent, enfin, à coup sûr, ils Donc ils doivent répartissent. remonter à Ouais, en contre-courant fait, pour passer la porte. ouais, exactement, ouais. Oh. Donc ça, c'est une figure un petit peu technique qui a une grosse composante isométrique, et quand ils viennent chercher leur appel, une phase même excentrique où leur poids va être tiré. Donc c'est pas descendre le plus rapidement possible en ligne droite, c'est passer l'ensemble des portes le plus vite possible. Exactement. Mais le problème du plus vite possible, c'est que celui ou celle qui va gagner, c'est la personne qui aura au final le score qui s'exprime en secondes le moins élevé. Mais sachant que si on touche une porte, on a plus 2 secondes de pénalité. Entre guillemets encore, ça passe, une touche, 2 touches, on commence à plus jouer la médaille d'or, voire même plus beaucoup la médaille. Et si on rate une porte, ou la manière dont on doit la passer dans l'axe ou la remonter, si on rate la porte, sachant que c'est pris au niveau de la tête et du cou, hein, donc on voit des fois des figures très acrobatiques en termes de notion d'agilité. Si on rate la porte, par contre, c'est ce qu'on appelle un 50 vulgairement, donc c'est plus 50 secondes. C'est quasiment une disqualification. On est automatiquement tout à la fin du tableau. C'est une disqualification gentille où tu as le droit de finir ton parcours, mais plus 50 secondes sur un parcours qui... C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Entre 90 et 100 secondes, c'est mort. Hein. Voilà. Donc généralement, ceux qui terminent premier ou sur le podium, c'est entre 0 et... allez, 2 touches, si la personne du coup est très rapide entre les portes, parce que c'est toujours le fameux compromis entre aller le plus vite possible et être le plus précis possible. Donc s'il y a 1 à 2 touches qui vont rajouter du temps, ça veut dire que derrière il faut quand même gazer et avoir les chronos intermédiaires les plus rapides possibles, quoi. Sinon c'est pas possible de faire et des touches et d'être lent, quoi. Ça marche. Et la validité, ce n'est que au niveau de la tête. Si l'épaule passe dessous, ça compte. Ouais. C'est pour ça que, enfin, ils font des trucs où il y a les embarcations qui sont à 1 mètre de la porte, la tête qui est comme ça, avec la porte qui est à ce niveau-là, et c'est pris au niveau du cou. Donc des fois, il y a de l'arbitrage vidéo, hein, comme en foot ou en rugby. Et la porte va arriver, enfin ça va se jouer à 5 cm avec la vitesse et tout, mais c'est vraiment des artistes, hein, les athlètes qui font ça, je les vois à l'entraînement, et c'est toujours pareil, hein, c'est facile de, entre guillemets, c'est facile, c'est pas facile, je dis ça en rigolant, mais de poster une vidéo ou un réel sur Instagram où on va avoir le passage parfait au ralenti, où ça va tourner à 1 cm du menton. Par contre, s'élancer sur les championnats du monde et arriver à placer le truc au centimètre près avec la pression et la vitesse, là, c'est une autre paire de manches. Ouais, sachant que s'ils partent trop vite, ils risquent de louper la porte ou pas pouvoir remonter à contre-courant, ils peuvent la prendre dans la tête. Ouais, c'est limite des boxeurs, quoi. Non, mais vraiment, il y a des mouvements de tête qui, je trouve, s'apparentent à la boxe. Mais tu dis partir trop vite, mais à leur niveau, et vu comment est la densité internationale, dans tous les cas, faut partir à bloc. Ouais. Oh, quasiment à fond. D'ailleurs, ça fait 3 ans maintenant que tu es dans l'univers du canoë-kayak. Alors, il faut savoir un petit peu plus même, parce que oui, c'est vrai, j'ai commencé à échanger avec eux avant, mais de manière officielle avec la fédération, oui. Ok, ça marche. Et alors, il faut savoir qu'en tant que préparateur physique, quand on rentre dans une nouvelle discipline sportive, il faut faire ce qu'on appelle une analyse de la tâche, c'est-à-dire comprendre les contraintes liées à l'activité, qu'elles soient environnementales ou autres, et déterminer les qualités, qu'elles soient techniques, physiques, mentales ou autres,
qu'il faut vraiment développer chez l'athlète pour qu'il fasse les meilleures performances possibles. Là, maintenant, tu as pas mal de recul sur la discipline. Est-ce que tu pourrais nous faire un bref récapitulatif de l'analyse de l'activité que tu as pu faire et des croyances que tu avais pu avoir avant de rentrer dans cette discipline qui se sont démontrées fausses ou au contraire que tu as pu confirmer? Ouais. Je dirais que les croyances, elles se sont vite envolées dans le sens où vite pu évoluer avec des pratiquants lorsque j'étais à Toulouse de course en ligne au plus haut niveau et des pratiquants de slalom qui également étaient au plus haut niveau. Euh, Moi, j'ai tout de suite été interpellé par leur capacité à être ce qu'on appelle, le terme veut pas forcément dire quoi que ce soit parce que chacun a sa définition et surtout au niveau de la préparation physique où tout le monde fait sa petite cuisine entre guillemets, mais j'ai tout de suite été étonné par le fait que ce soit des athlètes autant complets euh, où le spectre des capacités musculaires et des capacités cardiaques était relativement développé. Mm. Encore une fois, là, je fais même l'amalgame entre la course en ligne ou le slalom. Euh, pour performer au plus haut niveau, sans aller sur des détails, mais globalement, musculairement, il faut être en place. Donc, ça passe par une force max très élevée. Derrière, en fonction des distances ou des particularités de la ligne de slalom, on pourra plus se dire que les capacités de puissance devront être développées ou d'endurance de force, voire même, on pourrait dire d'endurance de puissance, parce que Mm. même dans la réalisation d'un coup de pagaie, c'est pas que une accélération cyclique linéaire, mais des fois il y a une création d'accélération dans le coup de pagaie. Donc le but c'est pas forcément de toujours, je prends un exemple, arriver à tirer 20 ou 30 kilos, mais ce serait d'arriver à tirer 20 ou 30 kilos avec une vitesse en mètres secondes, donc une accélération la plus importante possible. Donc euh, les capacités de base, force, endurance, vitesse, agilité, souplesse, iraient fortement vers les grosses capacités de force et d'endurance. Mm. Euh, Sachant que, comme je disais, celle de force, qui s'exprime d'abord sur la force max pour derrière venir tirer tous les autres leviers en termes de pourcentage quand on va travailler sur de la puissance ou de la force explosive ou de l'endurance de force. Tous ces leviers-là vont quand même être à un certain moment je dirais, de l'épreuve important. Je prends l'exemple de la course en ligne. Sur un start, il va falloir avoir une grosse force max, voire même une puissance relativement importante. Et ensuite, quand il va y avoir un train qui va se poser, ce qu'on appelle le train, c'est le rythme le plus élevé possible au tempo. D'accord. Ce serait plutôt ce que je disais, l'endurance de force / endurance de puissance. Et si jamais au finish, donc on dit on accélère jamais sur une relance, mais c'est plutôt celui qui aurait la capacité au moins décélérer possible. Il faudrait qu'il y ait une capacité de réserve sur le côté résistance. Et Mm. c'est là où vient se marier, je dirais quasiment à égalité, les capacités de cardiovasculaires et cardio-respiratoires, où la VO2 doit être relativement énorme. Là, du coup, comme on mélange et des capacités de résistance musculaire et des capacités cardiaques, ça nous fait vite basculer sur ce qu'on appelle des capacités lactiques, donc de résistance au lactate, où on va être sur des efforts qui vont être en plein, on va dire, sur une stimulation totale, où le cycle de Krebs va être un petit peu à la peine et la glycolyse également. Donc, il va falloir être au top sur la résistance d'accumulation de lactate. Euh, donc, je dirais que c'est pour répondre à ta question, et c'est très ambivalent entre un énorme côté musculaire et un énorme côté cardiaque. Mm. Et je ferai une petite nuance pour les slalomeurs, du coup en eau vive, où on a des gabarits qui sont un peu moins imposants. Donc en fait c'est comme en vélo ou comme en course à pied, euh, vu qu'il va y avoir une notion de rapport poids-puissance due à cette pratique-là, un petit peu plus importante.
donc on a quand même des grosses forces max et des grosses puissances et même des bonnes endurances, hein. Mais quand même, le côté rapport poids-puissance va prendre un petit peu plus le pas. Alors qu'en course en ligne, bon, évidemment, il faut pas peser 250 kilos, mais on Il aura faut des que ça flotte quand même. ouais, mais on aura facilement des profils à 90, 95, 100 kilos en course en ligne, que ce soit en canoë ou en Quand kayak. même. Je parle chez les hommes, chez les filles, 65, 70, même 75 kilos, des, 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 des bonnes bestioles bien construites. Et alors qu'en slalom, Mais vu ils sont grands quand même. ouais, Physiquement, c'est des ouais. grands Alors gabarits. ce qui va compter aussi, ça va être des capacités d'allonge avec les bras. Mais il y aura encore une fois, je précise, il y a des exceptions qui confirment la règle et qui vont compenser par des capacités de fréquence plus importantes. Hmm. Mais je disais simplement pour terminer que les slalomeurs, eux, vont avoir, en plus du côté rapport poids-puissance, des capacités d'agilité, agilité souplesse, ou on pourrait dire de mobilité spécifique à leur activité, très développées, au niveau cervical, au niveau torsion lombaire, au niveau épaule, où ça va passer dans tous les sens quand ils vont faire ce qu'ils appellent des stop têtes ou des appels. On va se retrouver avec des positions où le bras va vraiment passer et l'épaule les scapulas vont vraiment se lever. Donc c'est des positions très particulières. Ok. Donc je dirais ça, les capacités de force musculaire, les capacités aérobie. Ensuite, la jonction des deux avec les endurances de force, les endurances de puissance, le côté résistance au lactique, plus, je dirais le petit plus, le côté rapport poids-puissance et agilité pour les slalomeurs. Voilà un petit peu les. Chacun aura son. J'avais interrogé, hein, que ce soit des cadres fédéraux ou des athlètes, et chacun organise son camembert, sa répartition des activités un petit peu différemment, mais dans tous les cas, on retrouve, C'est toujours les mêmes données. ouais, on retrouve ça généralement. Alors certains te diront 60-40, d'autres 40-60, mais en fait, c'est toujours à peu près la même chose. Et les gens compenseront leurs points faibles par un Pas une point autre fort qualité. un petit peu. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, ok, ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des données chiffrées pour qu'on se rende compte un petit peu de leur capacité? Je ne sais pas du tout combien de temps dure un 500 ou un 1000 mètres, par exemple, en ligne. Ouais. Tu nous as dit donc pour les slalomeurs que c'est des efforts qui durent entre 90 et 100 secondes à Mhm. fond. Ouais. Et que sur un coup de pagaie, ils mettent entre 25 et 30 kilos de pression. Donc c'est quand même assez énorme. Je ne sais même pas combien de gestes ils répètent à la minute. Est-ce que tu aurais des données à nous fournir? Ouais, alors en course en ligne, au niveau, alors la différence avec d'autres sports vraiment typés style athlétisme, c'est que là, ce qui va compter, enfin, comme en athlétisme, hein, c'est la personne qui va franchir la ligne en premier. Mais Mhm. par contre, c'est pas aussi évident de dire j'améliore mes records personnels, je progresse sur mes chronos, même si évidemment quand même on a des benchmarks que je peux te citer parce que du coup il y a les conditions spécifiques au bassin, il peut y avoir des vagues, enfin des vagues, c'est très léger, hein, mais il peut y avoir de l'agitation, un petit peu de houle, il peut y avoir du vent de face, du vent de côté, du vent de dos, ce qui va tout changer en fonction de si on est bordé droit ou bordé gauche en canoë. Donc c'est le côté sur lequel on va pagayer. Donc il y a des moments où on va D'accord. être avantagé ou fortement désavantagé. Euh, Bon alors ça c'est des choses qui rentrent en compte, hein. C'est pour ça que c'est pas une piste intérieure d'athlée ou une piscine en natation où là il y a très peu de choses qui vont faire varier la performance et l'aspect chronométrique. Euh, sur un 500 en canoë homme ou en kayak dame, on va être aux alentours de 2 minutes d'effort, euh, voire en dessous, entre une 45, une 50 et 2 minutes. Donc ce sera globalement du 15 à 16 km/h sur l'eau. Les kayaks-hommes pourront aller un petit peu plus vite. Sur le 1000, on pourrait multiplier environ ça par deux, même si c'est évidemment pas les mêmes. Il y aura toujours un petit peu de différence. Je suis volontairement vague sur les chronos parce que, comme je disais, ils Ouais, c'est peuvent, une fourchette. ouais, ils peuvent vraiment varier en fonction des conditions. Sur un 1000 mètres en canoë homme, on sera sur un effort de 4 minutes. Sur un
chez un kayakiste homme, on sera plus aux alentours de 3 minutes 30, donc plutôt du 17 km/h et plutôt 15 km/h pour un canoë homme. Je parle là vraiment sur le niveau international pour prétendre à faire on va dire une finale internationale. Ouais, ça va se jouer sur ces chronos-là. Et, un canoë homme va être sur une cadence d'environ 60 coups de pagaie minute sur un 1000 mètres. Ouais, c'est un coup de pagaie à la seconde, quoi. Ouais, globalement, c'est Énorme. ça. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui va être de l'ordre de 240 coups sur un 1000 mètres. Euh, alors, les approximations, elles dépendent de ce que je te disais. C'est très dur. Il y a eu des tests de capteurs de puissance sur les pagaies. C'est très dur d'exprimer de manière précise les watts ou les kilos pris par coup de pagaie. Il y avait une étude qui avait vu que c'était entre 20 et 30 kilos sur le plan homme et international. Donc c'est à peu près ça. Mais tu peux vraiment choisir de durcir ou d'alléger ton coup de pagaie à ce niveau-là. Donc c'est quand même assez variant. Ok. Euh, voilà. Et par contre, tu vois, les cadences des kayaks-hommes, même monoplace sur 200 mètres à l'époque où le sprint 200 mètres existait, ou même les cadences, comment dire, en K4 sur un kayak 4 places. Là, par contre, vu que c'est des pagaies doubles, ça va monter sur des chiffres au-delà de 120. On sera à plus de 2, voire 150, 160 coups de pagaie pour des starts sur des 200 mètres sprint. Donc là, ça va être 2 à 3 coups de pagaie seconde à ce niveau-là, ouais. Ça va être beaucoup plus important que sur un canoë monoplace, ouais. Ok. Ouais, puis ils ont une résistance énorme parce qu'en fin de compte, il n'y a pas une grosse différence entre leur allure au 500 et leur allure au 1000 mètres. Ouais, alors ça c'est une bonne question et une bonne remarque. Les entraîneurs m'en ont beaucoup parlé, c'est que la résistance hydro, elle va être exponentielle. Je dirais, c'est comme les watts en vélo, mais c'est différent par contre de la course à pied. Donc pour Hmm. ceux qui pratiquent ces activités, ça va leur parler. En course à pied, entre guillemets, euh, pour pour un coureur expérimenté, passer de 8 km/h à 10, à 12, à 14, voire même plus, etc., ça va pas avoir un coût énergétique, entre guillemets, si élevé que ça. Euh, Par contre, pour passer en kayak d'une allure de 10 à 12 km/h ou de 12 à 13 ou de 13 à 14, ça va Hmm. pas être une augmentation linéaire en termes de production énergétique, de coût énergétique, pardon, et de production justement d'énergie. Ça va être vraiment beaucoup plus important. Je disais, c'est comme le parallèle en vélo. Euh, sur par exemple, je parle pas enfin si, je peux parler que ce soit sur une côte ou du plat, Hmm. qu'on soit sur du plat à 30 à l'heure pour monter je parle sans processus d'aspiration, hein, seul, on normalise tout le système, cycliste avec un coefficient aérodynamique standardisé, la route est plate, il n'y a pas de gravier, il n'y a pas de vent, patati patata. Donc si on prend tout de manière calibrée, en vélo, ça va être à peu près pareil. J'avais vu l'estimation qui était d'environ 180 watts à développer pour un individu classique pour rouler à 30 km/h. Hmm. Par contre, pour passer de 30 à 35, on va passer à 250 watts, et pour passer de 35 à 40, là, il va falloir rouler à 400 watts. Donc, ça va être une production, encore une fois, qui va être exponentielle. C'est pas une augmentation linéaire en termes de production de watts. Euh, Pas, entre guillemets, comme je disais, ou en course à pied, c'est pas si traumatisant que ça de passer de kilomètre-heure en kilomètre-heure. Et encore une fois, je mets des gros guillemets, hein, parce que ça reste très difficile. Mais en canoë ou en kayak, c'est pareil. Donc tu disais la résistance est importante. Mais par contre, oui, ils pourront pas avoir des vitesses de déplacement. Ils pourront pas aller à 30 à l'heure. Mais par contre, Ouais, il y a quand même une limite. le but, c'est d'aller aller chercher une vitesse max, d'entretenir le plus possible du temps cette vitesse max. Mais en fait, vu que ça va pas durer longtemps,
d'avoir le pourcentage de pente qui décroît le moins possible. Donc de faire là je prends l'exemple de la course en ligne, de faire un start, d'atteindre une vitesse max, parce qu'on voit que dans tous les cas il faut atteindre des vitesses max pour faire la meilleure performance possible. Ça peut s'apparenter au cyclisme sur piste, hein, pour ceux à qui ça parle. Et Ah ensuite oui. avoir la pente qui décroît le moins possible et obtenir un plateau, la phase de train. Euh, voilà. Et pour le slalom, par contre, ce sera différent, parce que ce sera beaucoup plus acyclique. Enfin, ce sera totalement acyclique comme démarche, vu qu'il y aura des phases d'arrêt isométriques qui seront dues au fait du parcours, des rouleaux, des choses comme ça. Euh, et, euh, et donc là, en étant bon navigateur, la notion de navigation rentrera beaucoup plus en compte sur le slalom, en prenant la bonne veine d'eau, en se relançant au bon timing dans le bon courant, on pourra repartir sur des vitesses beaucoup plus importantes. Ok. Ouais, donc des disciplines qui paraissent apparentes, mais qui n'ont pas du tout les mêmes méthodologies d'entraînement, en fait. C'est pas Non, du tout les mêmes contraintes. non, c'est pas, c'est tous les deux du canoë et du kayak, mais c'est deux sports qui sont quasiment différents, quoi. C'est Ok. Au tout début, tu parlais du chevalier servant, la position où ils sont en espèce de fente. Il y a des ouais. épreuves dans cette position. Ah ouais, ouais, ben là on est en plein dedans, hein, c'est Ça euh, doit être tellement dur. J'imagine juste la position là, en mais équilibre. non, mais en fait c'est beaucoup plus dur qu'on ne le croit, parce que euh, il y a personne qui peut monter dans cette embarcation là. En fait, ce sont je parle pour la course en ligne, des embarcations euh, généralement en carbone, qui sont totalement taillées pour la performance avec le minimum de frottement. C'est comme si on avait coupé un rondin, c'est archi instable. Et alors j'ai essayé plusieurs fois pour m'amuser. Donc évidemment Ouais. il y a des embarcations type surf ski ou autre, ça parlera aux connaisseurs, qui sont un petit peu plus stables. Euh, mais il y a personne qui débarque à 40 ans et qui dit tiens, je vais monter dans un canoë ou dans un kayak de course en ligne et partir comme ça. C'est Tomber impossible. direct. Non, c'est impossible. Ouais, ouais, c'est même des fois il y a des petits défis entre canoë ou entre kayak sur des fins de stage, sur des moments où il fait chaud et où on n'a pas peur de tomber dans l'eau. Mais on voit bien que c'est totalement impossible. C'est réservé aux initiés. Il faut être monté dedans très jeune. C'est pas, par exemple, quelqu'un qui se dit je vais me mettre à la course à pied alors qu'on est des bipèdes, des mammifères bipèdes, où on est quasiment fait pour ça, voire fait pour ça. Ou alors je vais me mettre au foot ou au rugby, et tout le monde en a à peu près fait dans sa jeunesse. Là, c'est impossible. Il faut un développement, faut sentir les choses en termes de, que ce soit au niveau d'appareil vestibulaire, d'oreille interne. Il y a une notion de gainage très spécifique, très particulière, Ouais, c'est ce que j'allais où dire. même si on est Des... énorme en termes de gainage, l'instabilité va être telle que on tiendra pas dans l'embarcation, quoi. Ouais, c'est des qualités de statesthésie, de recherche d'équilibre qui sont impressionnantes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'organisation du coup de leur programmation? Comment déjà s'agence leur calendrier de compétition et comment est-ce que tu orientes ta planification en conséquence du calendrier? Alors, ce sont des sports sur lesquels il n'y a pas tant de compétition que ça dans l'année. On va être différent d'un sport collectif où il y aura des échéances tous les week-ends. Ils vont avoir un circuit Coupe du Monde à l'image des vététistes ou des triathlètes ou des biathlètes. Il va y avoir entre 2 et 4 Coupes du Monde dans l'année. Euh, il va y avoir un championnat d'Europe et un championnat du monde. Et parsemé dans l'année, il y aura des Open de France qui feront office soit de sélection nationale, soit de titre de champion de France. Mais il faut bien garder à l'esprit que sur une discipline, que ce soit pour la course en ligne ou pour le slalom, hein, là je mets les deux dans le même panier, l'échéance majeure reste les Jeux Olympiques. Hein. C'est un sport qui vit par l'olympisme.
dans le sens où, entre guillemets, il vaut mieux, je vais caricaturer, mais il vaut mieux avoir une médaille aux Jeux Olympiques qu'être 3 fois champion d'Europe et 2 fois vice-champion du monde. Enfin, la médaille olympique reste le graal absolu dans ces activités-là. Donc malgré tout, ils peuvent se jauger, se juger, s'étalonner par rapport à la scène internationale. Et il y a quand même une logique, hein. Les médaillés d'Europe et au championnat du monde sont souvent ceux qu'on retrouve sur les podiums olympiques. Donc un Mhm. carnet pas si fourni que ça en termes d'échéance, euh, ce qui nous laisse le temps d'avoir des bonnes phases de développement. Donc ils ont des grosses phases où on va axer sur du développement linéaire avec un gros travail musculaire en salle, un gros travail également aérobie, alors à bien gérer sur ce qu'on appelle le gros mot, hein, aujourd'hui, la notion d'interférence où c'est le mot qui fait mettre en vibration beaucoup d'acteurs, on va dire, dans la préparation physique et dans l'entraînement moderne. Euh, Alors pour ceux qui connaissent pas la notion d'interférence, c'est l'idée selon laquelle l'entraînement de certaines qualités physiques pourrait impacter de manière négative d'autres qualités physiques. Sauf que ça concerne très peu de monde. Déjà, il faut savoir que si vous entraînez pas au moins 2 fois par jour, ça vous concerne pas. Et c'est qu'à partir d'un certain niveau. Et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a aucun problème. Non, mais c'est comme c'est des thèmes, c'est comme la thématique du surentraînement. On pourra peut-être en reparler, mais c'est des notions qui vont chercher plus sur le physiologique, le biologique, euh, mais qui font souvent, qui servent d'argument d'autorité pour signaler certaines choses et justifier des choix. Après, ce qui compte, c'est Hmm. que tout soit justifié. Donc, sans m'égarer, on va dire sur ta question de base, peu de compétition, peu d'échéances, donc ça nous laisse le temps d'avoir un gros développement bien linéaire. Ok. On retrouve des phases parfois ondulatoires quand il y a, comment dire, un enchaînement sur un circuit Coupe du Monde où ça va enchaîner sur 2 à 3 semaines d'affilée, ou alors oui, à ce niveau-là, hein, sur 2 à 3 semaines d'affilée, où là on va être sur un maintien et des qualités de force et des qualités de vitesse, et on va entre guillemets grouper ces différentes qualités-là. Euh, et donc, comme je disais également, sur les phases de développement linéaire, un gros travail aérobie, euh, où justement le kayakiste, quand je dis le kayakiste, c'est de manière générale, Hmm. aime bien varier les supports. Donc on a ce que je disais, on a réellement des athlètes, hein, au sens athlétique du terme, qui vont être forts en course à pied, forts en vélo, forts en ski de fond. Euh, Généralement, ils ont des hauts niveaux de performance dans ces activités-là. Ils aiment ça. C'est des gens qui aiment s'entraîner, hein. On voit qu'il y a quand même une vraie culture de l'entraînement, hein, au niveau français et international, hein. Ça ne rechigne pas à faire ses heures. Alors c'est Ah ouais. pas, on coche pas ces cases, hein, mais comment dire, on a réellement des semaines à 20, parfois 25, parfois 30 heures sur des gros stages de développement, mais ça, mine de rien, c'est un sport quand même où il faut en faire, il faut pratiquer. Il y a une notion de toucher d'eau, comme chez le nageur, même chez les nageurs sprinteurs, où on a souvent des échanges, même s'ils vont faire du 50 ou du 100 mètres, contrairement à un athlète au sens athlétisme du terme, il faut habituer le corps. Toi, Kevin, par exemple, qui est dans le milieu de la natation, tu le sais très bien et tu pourras, on va dire, Le confirmer. accréditer, ouais, ces propos. C'est le milieu aquatique n'est pas le milieu naturel au sens on n'y vit pas. Donc ce côté-là, il faut quand même le développer et le travailler. Hmm. Euh, donc voilà, on a des grosses phases de développement linéaire dans l'année et parfois sur des circuits de Coupe du Monde ou sur des enchaînements de compétition, des phases ondulatoires. Après, on va dire, je vais pas rentrer dans les détails en termes de planification parce que il y a des différences quand même course en ligne slalom et des individualisations en termes d'athlètes qui vont être effectuées. Et ces individualisations-là sont à travailler et à échanger en direct avec l'entraîneur. C'est-à-dire D'accord. que moi, il faut bien prendre en compte que je travaille dans un staff
où je ne suis pas le seul acteur. On échange et on interagit avec d'autres personnes, notamment l'entraîneur qui est la personne qu'on pourrait dire chef de projet, Référente. la clé de voûte, le référent de l'athlète qui lui est avec lui au quotidien sur l'eau et que ce soit en bateau à moteur, en course en ligne ou sur le bord du bassin de slalom pour les slalomeurs. Et donc l'idée c'est que la préparation physique, il faut pas l'oublier, hein, vienne aider à l'activité principale et viennent complémenter pour rendre plus fort pour l'activité. Hein. Ils veulent être champions en canoë ou en kayak. Ils veulent pas forcément être champions, avoir la VO2 la plus importante ou le maxi sur un mouvement de tirage ou de poussée le plus haut possible. Même si par contre, c'est sûr que pour être champion, il vaut mieux avoir ces critères-là les plus hauts possibles parce que plus ces standards de préparation physique-là seront élevés, en cascade derrière, plus on se facilitera la mise en place de paramètres techniques directement dans leur activité. Ok. Ah, tu as dit pas mal de choses, ça m'amène plusieurs questions. Ben déjà, avec quel staff tu travailles? Donc, il y a l'entraîneur en tant que principal, toi, tu es préparateur physique. Est-ce qu'il y a aussi kiné, médecin, Ouais, diététicien, prépa mentale? ouais, tout ce que tu viens de dire, Ok. à différents niveaux, en fonction des gens, je veux dire des athlètes, de eux, leur construction de leur accompagnement. Il y a une cellule d'accompagnement où on va dire c'est régi. Hein. On a la fédération est construite d'une manière où on a un président de, de fédération, ce qu'on appelle un DTN, un directeur technique national, en cascade un directeur de la performance qui régit et qui est en charge d'amener les différentes équipes au plus haut niveau de performance possible et aux médailles d'or olympiques. Et derrière, du coup, les entraîneurs en qualité de chef de projet, moi sur la préparation physique, la gestion des datas, et comme tu l'as dit, euh, chacun travaille ensemble avec le staff médical, donc médecin, pas forcément là tout le temps au quotidien, mais Mm. sur les stages, sur les périodes de compétition, kiné. Comme tu l'as dit, on a des interactions. Alors le côté préparation mentale, c'est un petit peu plus personnel où il n'y a pas forcément un préparateur mental pour tout le monde, mais les athlètes vont chercher les personnes ressources dont ils ont besoin ouais, à ce niveau-là. Ok. Ils sont bien entourés. Ouais, ouais. Tu as dit aussi que ben, les JO étaient la compétition, on va dire, la plus importante à leurs yeux. Est-ce que c'est lié au fait que les meilleures performances ont lieu aux Jeux Olympiques ou est-ce que c'est lié au fait que ce soit plus médiatisé pendant les Jeux Olympiques? Parce que je suppose que sur les championnats internationaux, il doit y avoir de sacrées performances aussi. Oui, alors les records. Alors on parle plutôt de records sur la course en ligne parce que le slalom, en fonction vraiment du parcours ou du nombre de portes, le temps, je dirais le temps, on s'en fout. Hein, ce qui compte, c'est d'arriver Mm. premier. Euh, mais en fait, c'est simplement parce que les Jeux Olympiques, c'est la compétition qui a lieu tous les 4 ans où les athlètes et les entraîneurs doivent figurer au plus haut niveau international. C'est la compétition qui a le plus de renommée. Enfin, c'est les valeurs de l'olympisme. C'est un ensemble de choses qui font que les autres compétitions, ne serait-ce que le circuit Coupe du Monde, sont vite reléguées quelques rangs en arrière. Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, vraiment, il y a pas d'égal avec une médaille olympique entre guillemets pour nous. On aura en foot ou en rugby la Coupe du Monde qui sera pour eux leur événement le plus important. En cyclisme, les grands tours, Giro, Vuelta ou Tour de France, ou voire même Tour de France, c'est le championnat du monde tous les jours pour eux. Euh, mais pour des sports, je dirais comme le kayak, des sports vraiment purement, je dirais purement olympiques, il y en a d'autres, hein, l'athlétisme, l'escrime, la lutte, le judo, tous ces sports-là.
Je pense que les acteurs diront tous la même chose, que rien n'égale une médaille aux Jeux Olympiques. Ok. Et tu nous as dit du coup qu'ils avaient un volume d'entraînement de 20 à 30 heures par semaine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, pour un athlète, comment se déroule, on va dire, sa semaine type? Qu'est-ce qu'il fait le lundi? Qu'est-ce qu'il fait le mardi, le mercredi? Combien de temps il passe en préparation physique? Combien de temps il passe sur le canoë? Avoir un petit peu une répartition. Oui, oui. Alors, encore une fois, je donne des approximations et des grosses louches parce que je Bien sûr, ça précise, coûte rien. il y a canoë homme, canoë dame, kayak homme, kayak dame, course en ligne et slalom. Donc ça, on fait quand même plusieurs cellules et plusieurs collectifs. Euh, je fais des grosses généralités, on va dire, pour les auditeurs. Euh, Généralement, il y a souvent 2 séances de bateau par jour. 2 séances de bateau et une autre séance. Ça peut être justement la préparation physique en salle type muscu, ou ça peut être une séance plutôt aérobie comme un footing, ou alors ça peut être quelque chose typé plutôt sur des étirements ou de la mobilité, mais quand même du développement athlétique à un certain point. Euh, c'est tous les jours, je dirais entre 2 et 3 séances. Euh, le bateau tous les jours, c'est ce que je te disais pour le côté sport aquatique. La musculation, la moyenne annuelle serait je dirais, de 3 séances, allant de 2 à 4, de 2 à 5, en fonction de l'approche de compétition où on se situe, si c'est plutôt, on va dire, en phase hivernale à fort développement musculaire. Euh, et le côté plus aérobie qui va être soit complémenté par des séances de bateau euh, purement aérobie sur ce qu'on appelle du plat, soit des séances de course à pied ou de vélo, mais ou même ce que je disais tout à l'heure avec le côté ski de fond où on fait régulièrement des stages de ce type-là dans l'année. Euh, donc ouais, ils ont un volume très important et la proportion entre bateau et préparation physique va se décliner. Plus on se rapproche évidemment des courses, hein, c'est la classique. Plus le côté préparation physique va diminuer pour laisser place aux intensités, aux endurances de course, au travail plus aux filières lactiques, aux choses qui vont vraiment ressembler, j'allais dire de près ou de près, hein, à l'activité. Ok. Qu'est-ce que vous faites un petit peu en musculation en fin de compte? Parce qu'ils ont un mouvement cyclique très répétitif qui travaille à peu près toujours les mêmes groupes musculaires. Est-ce que tu as tendance plutôt à renforcer du coup les chaînes musculaires qui leur permettent le tirage, ou est-ce que tu as plutôt tendance à essayer de compenser pour garder des équilibres de force? Alors, encore une fois, c'est une question pertinente, c'est une bonne interrogation. Euh, Déjà, il faut bien définir les termes de musculation dans le sens préparation physique du terme. Euh, Même si devant son écran de télé, on peut être étonné dans le bon sens du terme par la musculature des kayakistes, Mhm. parce elle est impressionnante. Il faut bien penser que le but, c'est d'être au service de l'embarcation pour aller le plus vite possible. Donc, le développement physique va venir entre guillemets par défaut, même si parfois on le cherche par des phases, je dirais, de développement musculaire. Euh, mais avant de dire le mouvement ressemble à ci ou le mouvement ressemble à ça, fait en canoë ou en kayak, il faut bien penser que dans les prérequis de la musculation chez le sportif de haut niveau, on va retrouver également des choses comme avoir un corps fort en bonne santé. Donc un corps fort en bonne santé,
on aura des standards qu'on retrouvera partout. Je dirais que aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, dans le cadre de ce podcast-là, on parle spécifiquement, et je l'ai bien compris, de l'activité, mais je fais une précision supplémentaire pour les éditeurs, qu'on soit sur de la GRS ou du rugby. Je prends volontairement des opposés, qu'on soit sur de l'haltérophilie ou du marathon, dans tous les cas, il y aura des capacités inhérentes à la pratique sportive et ce que j'appelle du corps fort et en bonne santé. Le muscle doit avoir un gros potentiel d'étirement et de contraction. Encore une fois, les spécialistes, je le sais, comprendront ce que je veux dire. Le muscle doit pouvoir bien s'étirer, bien se contracter en retour. C'est quelque chose d'important avant de parler de gestes. Parce que si la base, la structure est déviante de base, si les fondations je dirais de la maison ne sont pas solides, ça sert à rien de se dire le kayakiste il pagaille comme ça, donc je vais faire un mouvement qui ressemble à peu près à ça, ou comme tu disais l'antagoniste, pour le rendre plus fort ou pour faire en sorte qu'il se blesse pas. Déjà, il faut avoir une armature solide, fort potentiel d'étirement, fort potentiel contractile. Il faut avoir des épaules en bonne santé, il faut avoir un bon gainage, il faut avoir un bassin qui se place bien en hanté, en rétroversion, il faut avoir une bonne mobilité. Tout ça, c'est des choses qui vont être travaillées dans les séances. C'est ce que je veux juste préciser en préambule. Alors après, voilà la question à 10 000, qu'est-ce qu'on fait dans les séances, ce que tu dis, parce que forcément, on ne brasse On pas veut du, savoir. voilà, on ne brasse pas du vent, hein, on soulève quelques barres. Vous faites Euh, pas que de la mobilité. non, voilà. Maintenant que j'ai fait mon laïus, le rouleau de massage, il y a un moment, il faut le poser et rentrer dans le concret. Hein, faut développer. Je dirais que dans la séance type, encore une fois, je prends l'exemple typique. C'est pour ça que je précise, c'est pas ça tout le temps, toute l'année, mais dans la séance type, généralement, il va y avoir un mouvement typé haltérophilie, dans le sens semi-technique, où on va D'accord. chercher les meilleurs mouvements semi-techniques en fonction de ce qu'on veut développer dans le cycle où nous en sommes. Je m'explique. Les haltérophiles de compétition ont deux mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. Chaque mouvement est une mine d'or en termes de mouvements semi-techniques. Je le rappelle, ce sont des éducatifs, donc des phases de certains mouvements qui ont été découpés. Et chaque éducatif, on peut en tirer énormément de choses. Et en fonction de comment on se situe, c'est-à-dire départ du sol, départ en suspension, prise d'arraché, prise d'épaulé, chute, pas chute, en fonction des intentions qu'on va y mettre, on va plus être sur un aspect force ou sur un aspect vitesse de la courbe force-vitesse. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Mhm. L'haltérophilie, dans le sens préparation physique du terme, a l'avantage d'être polyarticulaire, donc de demander à un athlète une disponibilité mentale qui est totale, un gainage lors du mouvement qui est total, sinon c'est une catastrophe, que ce soit en termes de visuel, je dirais dans le meilleur des cas, il n'a pas de résultat, mais dans le pire des cas, il se précipite sur la blessure. Euh, le mouvement corps complet d'haltérophilie au sens mouvement semi-technique, s'il est bien exécuté, c'est une mine d'or en termes de gainage actif, en termes de transmission de force, en termes de coordination bas du corps, haut du corps. À tous ces niveaux-là, ça va apporter. Donc généralement, principe de priorisation de l'entraînement, on le met plutôt au début, évidemment après avoir bien échauffé les différentes zones. Et ensuite, tu demandais en termes de ratio, on va quand même
souvent avoir donc bien évidemment des mouvements axés sur des mouvements, des chaînes de tirage. Euh, Souvent, on pourra retrouver un pourcentage plus important dans les mouvements de tirage que dans les mouvements de poussée, même si le kayakiste effectue de base des mouvements axés plutôt sur du tirage. La chaîne de tirage ne sera jamais assez développée. C'est quasiment impossible de dire que quelqu'un manque de cet aspect-là, ou alors de le surentraîner, oui, à un certain stade, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, ouais, les chaînes de tirage, ce qui est important, ce qui semble important, c'est encore une fois une autre notion qui est que une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Donc c'est bien d'être fort sur un tirage qui va ressembler à l'axe, par exemple un tirage dans l'axe horizontal, plutôt situé sur trapèze moyen, rhomboïde, toute la chaîne des fixateurs. Donc ça va être intéressant. Mais travailler d'autres formes de tirage comme des tirages à 45 degrés, des tractions, changer les prises pour alors encore une fois là on parle pas d'un pratiquant lambda en musculation où entre guillemets si on prend un mouvement de poussée ou un mouvement de tirée pour pousser le vis jusqu'au bout et qu'on lui met en place des cycles de développement on va dire jusqu'à l'infini, il peut potentiellement continuer à se développer si on est assez malin pour toujours le voilà. Par contre, un sportif de haut niveau, il y aura le côté, à un moment donné, dans une compétition ou dans la réalisation d'un geste, il va se retrouver avec le corps dans telle position et il faut que théoriquement, son corps réponde présent. Donc, Mm. c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a l'aspect préparation physique pour le corps en bonne santé, c'est-à-dire me permettre de m'entraîner et d'effectuer l'activité principale sans me blesser. Il y a l'aspect développement pur et dur de la performance. Je développe des watts en tirage, donc je serai plus fort en tirage. Et il y a l'aspect, on va dire un petit peu élitiste, l'athlète ultime, où je vais arriver dans telle position. Et comme j'ai mon métier, entre guillemets, enfin pas à moi, mais le métier d'un athlète est de s'entraîner, et qu'il a Mm. balayé tout un ensemble de patterns, de gestes du mouvement sportif, globalement, chaque fibre a des connexions nerveuses. Il n'a pas fait que des tractions dans sa vie. Il a balayé tout un ensemble de mouvements sur la chaîne de tirage. Et donc, il va répondre présent à ce moment-là. Donc, des mouvements de tirage, ça peut être deux mouvements de tirage pour un mouvement de poussée. Euh, et, en, et, euh, et ensuite, donc, ça va dépendre du type de séance, mais les jambes vont, j'en ai pas parlé, mais vont être fortement travaillées pour les canoës, surtout au niveau de la course en ligne, avec tous les mouvements classiques. Je dirais polyarticulaires, de squat, de soulevé de terre, mais également avec d'autres variantes qui sont tout aussi intéressantes pour délaisser un petit peu de pression au niveau du dos, comme des fentes bulgares, mais quand même mettre une forte tension simplement sur le plan musculaire, mais sans chercher à écraser tous les disques. Donc il y a quand même Mm. des alternatives qui sont possibles. Les jambes vont quand même être travaillées sur les mouvements d'haltéro. Hein. On a quand même des athlètes qui ont du haut du corps et des jambes. J'en ai pas parlé, mais la charnière de gainage va être primordiale. Généralement travaillée en début de séance. Alors, il n'y a pas forcément de mieux entre le début, la fin de séance, ailleurs. Tout a été testé, tout est testé. Ça peut être en début de séance, en fin de séance, ça peut être sur des séances annexes. Ce qu'il faut, c'est que le travail soit fait et bien fait. Généralement, il y a le côté disponibilité mentale dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que sur le début de la séance, ça peut être souvent intéressant, aussi comme moyen d'entrer dans la séance. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, Ok. donc j'ai pas parlé, mais les petits groupes musculaires ne sont pas laissés pour compte et ne sont pas délaissés. Il y a quand même du travail, même si la préparation physique, encore une fois, aime bien souvent dire, je dis la préparation physique, mais les top mouvements sont ci ou ça. Oui, les mouvements polyarticulaires, etc., pour leur côté impact nerveux, l'aspect fonctionnalité qui va être aujourd'hui pareil un super argument souvent en marketing, être fonctionnel. Mais quand quelqu'un a le temps de s'entraîner
C'est également important d'être fort jusqu'au bout des doigts, donc à travailler biceps, triceps, avant-bras, fléchisseur, extenseur, le grip. Quand on tient une pagaie, c'est pas forcément utile de dire j'ai fait que des tractions, que du tirage barre, parce que ce ne sont que les mouvements les plus virils et les plus importants. Et je ne pratique pas les mouvements d'isolation. Non, je suis pas d'accord avec ça. Fléchir un avant-bras sur un bras, ça reste entre guillemets fonctionnel. Avoir du grip, c'est fonctionnel aussi. Donc toutes ces petites phases du geste-là doivent être aussi peaufinées, parce que quand on arrive à 490 mètres et qu'il reste 10 mètres à l'arrivée et que les avant-bras sont gorgés comme pas possible, eh bien oui, le petit détail pourra aider à faire la différence. C'est clair. Et également, j'en ai pas parlé, mais on met un fort accent sur le développement enfin pas le développement, plutôt le terme de prévention. Alors prévention, ça veut tout dire et rien dire, et rien dire. Il y a beaucoup de termes hein, aujourd'hui hein, qui sont au goût du jour dans l'entraînement moderne. C'est dur de prévenir, parce que si on prévient, qu'on sait quand est-ce que ça va arriver, ce serait un petit peu facile, mais plutôt Oui. d'entraînement, de sollicitation de tous les muscles de l'épaule, donc infraépineux, supraépineux, que ce soit avec des petits poids, des élastiques, des appareils isocinétiques, avec des résistances modulables, en mettant 30 ou 40% de charge supplémentaire sur une phase excentrique d'un autostoppeur ou d'une élévation buste penché pour deltoïde postérieur, enfin sur des mouvements comme ça. D'accord. Les petits groupes musculaires sont aussi très fortement travaillés. Donc voilà, en fait la réponse serait qu'est-ce qu'on fait? On fait tout, Tout. mais oui, mais tout le monde fait tout et c'est pour ça que les gens veulent mais je sais que les auditeurs attendent ça, mais les gens veulent une réponse, c'est comment on La devient comme potion magique. On veut la voilà. recette. Mais la potion magique, c'est de s'entraîner un certain nombre d'heures dans la semaine, de répéter ce processus de semaine en semaine avec une cohérence, Depuis que vous êtes tout petit. voilà, d'avoir des particularités génétiques de base qui soient globalement propices à la performance, que ce soit en termes d'influx nerveux, de longueur osseuse, tendineuse, de niveau hormonal de base, d'insertion musculaire, d'être très motivé, de rien lâcher, d'essayer d'échapper un petit peu aux blessures. Et peut-être que au fur et à mesure des années, vous allez avoir du résultat. Mais une préparation physique je dirais, d'athlète de haut niveau, ça ressemble quand même à quelque chose de très complet. Je vais faire quand même un petit résumé, mais il faut un gros gainage, il faut des épaules préparées, il faut des mouvements polyarticulaires corps complet pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Il faut une grosse force de tirage. Quand je dis une grosse force, force max, puissance, endurance, on comprend bien ce que ça veut dire. Il faut équilibrer quand même ça avec des mouvements de poussée, également pour travailler ce qui main supérieure, etc. Donc voilà. Et il faut pas oublier les petits groupes musculaires qui rentrent en compte. Parce que pour parler des petits groupes musculaires, euh, même les groupes les plus qui paraissent les plus éloignés, si on se l'arrache dans la vie de tous les jours ou dans la performance sportive de haut niveau, on prend n'importe quel sport, n'importe quel athlète, on lui arrache n'importe quel muscle du corps, on lui laisse le choix. Ça va mal se passer. On peut choisir n'importe quel groupe musculaire, mais dans tous les cas, que ce soit un bout du mollet, un bout de d'ischio, un adducteur, un psoas, un avant-bras, on prend n'importe quel groupe musculaire. S'il est déficient, c'est pas bon pour n'importe quelle pratique sportive. Donc c'est pour ça que il faut avoir, on va dire, un bagage important. Ok. Oh, bah, très, très complet, très clair. Petite question du coup, comme il travaille toujours en instabilité sur le kayak, est-ce que tout ce qui est travail de gainage, vous allez le travailler en instabilité ou au contraire le travailler plutôt de manière stable sur de la durée ou sur de la charge Alors, ou les deux? oui, le comment dire, l'aspect spécifique, comme je t'ai dit, généralement, on n'a pas de champion qui a commencé sur le tard. Hein. Ils sont montés dans un kayak tout jeune, Hmm. enfant, voire quasiment bébé. C'est un sport qui a un côté familial, donc généralement on voit des
des générations de kayakistes qui se suivent. Donc ça se développe depuis le plus jeune âge, l'aspect spécifique. Donc c'est toujours le double contexte dont j'expliquais. C'est à la fois la préparation physique doit servir d'un corps fort en bonne santé, c'est-à-dire d'aider à la prévention de la blessure. Et d'un autre côté, une fois que ce problème entre guillemets est à peu près réglé, ça doit servir à augmenter les performances. Donc ça, Ok. c'est les deux aspects qu'il faut prendre en compte. Donc, euh, comme chaque groupe musculaire, les abdos ou les lombaires, les transverses, etc., ce sont quand même des groupes musculaires sur lesquels on pourra avoir de la performance. Euh, un kayakiste de haut niveau ne va pas se cantonner à faire 30 secondes de planche et 10 crunch. Il va y avoir des mouvements, on va dire, plus challengeants sur lesquels on va pouvoir avoir du développement pur et dur en termes de performance. Quand on va rentrer sur des mouvements de relevé de jambes à la barre fixe ou en position dips, des mouvements très proches des exercices des gymnastes, quand on va commencer à faire ça que ce soit sur des barres parallèles ou des anneaux, quand on va commencer à faire des mouvements de dragon flag ou quasiment de planche des mouvements de calisthénie de niveau très relevé, là on va être sur du développement au niveau de la force du gainage. Après, le travail plus en finesse de la respiration, du transverse, il va être aussi fait. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que oui, D'accord. tout est fait. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est encore une fois. Donc oui, les supports instables sont utilisés, mais par contre en salle, euh, c'est ce que je te disais également. Le côté très spécifique, il est beaucoup fait sur l'eau. Le but de les mettre en salle, c'est pas forcément de leur découper un canoë et de les mettre sur un Swissball et de les remettre en instabilité parce que ce sera juste différent. Oui, instable, mais est-ce que ce sera forcément très pertinent pour aider aux deux aspects de prévention de blessures et de développement de la performance? Pas forcément. Alors que augmenter ses niveaux de force ou augmenter certains curseurs peuvent être un petit peu plus intéressants pour derrière se donner de la marge, ce que je disais, cette notion de se donner de la marge pour mettre en place certaines techniques ou se dégager sur la course en ligne, se dégager de 5-10% et de pas avoir ce point-là qui faiblit avant les autres, quoi. L'idée, c'est de monter au maximum tous ces curseurs, tous ces leviers pour que ce soit le plus tard possible qui commence à calancher. Sachant que dans tous les cas, c'est sûr que quand on pousse ses capacités au maximum, il y en a un qui va calancher. Ok. Tout à l'heure, tu nous expliquais que la base, justement, c'était un corps en bonne santé, un corps fort en bonne santé. Pour cela qu'il fallait une bonne capacité de mouvement. Est-ce que vous utilisez des tests de terrain ou autres pour analyser un petit peu cette capacité de mouvement? Oui, oui. Alors, la notion de test, elle est particulière parce que ça peut faire perdre entre guillemets du temps, même si je dis que du temps on en a quand on est à haut niveau. C'est souvent quand même mine de rien une course contre la montre et quand il y a des semaines de développement qui sont mises en place, c'est pas forcément utile de vendanger certaines séances pour les dédier à des tests. Donc on a des séances et des mouvements types évidemment qui se répètent et des nombres de répétitions ou des critères d'exigence qui font que la séance au cours de l'année, moi je référence tout, on sait où ils en sont. Donc sans forcément avoir recours à des tests précis, on sait quand même où se situe l'athlète. Après, sur ce niveau-là, tu parlais pas forcément de l'aspect force ou VO2, qui sont quand même des aspects Mhm. sur lesquels généralement oui il y a du testing. Oui, on travaille également en lien avec l'INSEP, qui est l'Institut national d'expertise de la performance du sport, qui est situé pas loin de chez nous, au niveau de Vincennes. Euh, on va avoir des tests type FMS ou type plateforme de force ou des choses comme ça qui vont être faites pour voir, on va dire, l'état des lieux des athlètes. Mais généralement, quand on arrive à notre niveau, enfin, je ne m'inclus pas, mais quand on arrive au niveau des athlètes, ils sont plutôt en bonne santé à ce niveau-là. Euh, Après,
je compléterai la réponse en disant que les tests sont faits de manière euh, continuelle avec le staff médical aussi, qui les teste à ce niveau-là. Donc les kinés, les médecins vont que ce soit avec les machines isocinétiques ou que ce soit avec leurs tests à eux, checker ces niveaux de forme-là. Ouais. Donc ce que je te Ok. disais, c'est qu'il y a un suivi, je dirais, longitudinal qui est fait tout au long de l'année sur les séances, que ce soit les séances en salle ou la capacité de se mouvoir sur les séances de bateau, parce que l'athlète va tout de suite alerter quand il y aura un point déficient, ou avec des structures annexes comme l'INSEP ou avec le staff médical. Donc ouais, ouais. Ok. Et les tests se font en quasi-totalité à l'INSEP ou il y a des testings que tu fais toi aussi de ton côté pour faire de la quantification de la charge d'entraînement? Quelles sont les données sur lesquelles tu t'appuies que tu considères pertinentes pour adapter tes entraînements? Non, on les fait pas que à l'INSEP. Comme je t'ai dit, c'est sur un suivi longitudinal, c'est tout au long de l'année. Euh, pour quantifier la charge d'entraînement, on a quand même pas mal de données. Mhm. Ce qui compte, c'est comment dire, c'est de mettre des coefficients en termes d'importance de ces différentes données. Donc Mhm. ça peut être le nombre de kilomètres qu'a parcouru un athlète dans une saison. Ça peut être sa répartition dans les différentes zones cardiaques. Ça peut être le tonnage musculaire sur les différentes séances de renforcement qu'il a effectué. On va avoir d'autres marqueurs plus physiologiques sur lesquels on va s'attarder, comme des marqueurs de prise de sang où on échange avec le staff médical. Ça va être D'accord. des données comme la variabilité de la fréquence cardiaque, qui fait partie de mon sujet d'étude, donc ce qu'on appelle le HRV, Heart Rate Variability, donc VFC, variabilité de la fréquence cardiaque, ce qui est un bon état, un bon marqueur prédictif de l'état de forme à ce niveau d'évaluation-là, qui va être évidemment corrélé, j'allais dire, j'en parle même pas parce que ça fait partie du quotidien, mais je le cite parce que tu poses la question, Mhm. par les Hoopers, les RPE, les questionnaires de quantification de charge, on va dire assez classiques. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui va nous permettre de prendre une décision. Et je reviens sur ce que je te disais, les tests de l'INSEP, les tests médicaux et moi les tests que je vais faire passer au niveau test muscu pur et dur ou test VO2 avec masque d'échange gazeux. Euh, c'est dur de te répondre précisément à comment tu adaptes, mais c'est un ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure, on travaille en équipe, c'est un ensemble de données qu'on doit mettre en perspective avec l'état de forme à l'instant T de l'athlète, là où il doit aller, et c'est à nous derrière de prendre les décisions et d'échanger entre nous et même avec l'athlète. C'est-à-dire que ce que je veux formuler dans ma réponse, c'est que c'est trop facile entre guillemets, ou alors euh, ce serait se leurrer que de se cacher derrière que de la data en disant bon ben, tel test a prouvé ça, donc ça donne tel résultat, donc on va aviser de telle manière. Ce que je veux bien expliquer, c'est qu'un test, c'est un outil d'aide à la décision, mais c'est pas Mhm. la décision. C'est-à-dire que nous sommes des ressources humaines. Le préparateur physique, je disais, travaille avec l'entraîneur, travaille avec le kiné, travaille avec le médecin. Par contre, et après chacun a sa méthode de travailler, mais pour moi, c'est pour ça que je peux pas te répondre au pied levé, mais l'avantage c'est qu'on a du temps sur ton podcast, c'est que je peux pas dire tel test m'a donné ça, donc je vais faire évoluer la chose de telle manière. Le test, il est à mettre en perspective avec de nombreux paramètres. Et donc c'est à nous, staff, d'être un petit peu malin pour comprendre euh, la, la charge interne, ce qui se passe avec l'athlète à l'instant T, pour éventuellement prendre une décision derrière. Donc oui, la planification, elle est modulable, c'est une trame. Par contre, c'est pas parce que je vais avoir tel résultat sur un test que je vais tout chambouler.
Ok. Ouais. Et du coup, la part d'individualisation est quand même assez importante. Tu as combien d'athlètes en même temps à ta charge sur la partie prépa physique? Alors, l'individualisation, c'est également un gros mot ou un terme qui est très utilisé. Alors, on en a eu plusieurs depuis le début du podcast, mais encore une fois, les professionnels de l'entraînement dans les auditeurs, je suppose qu'ils comprendront ce que je veux dire. Ça fait partie des termes commerciaux et qui sont très utilisés. Euh, Déjà, il faut comprendre qu'on travaille en groupe. Il y a également une dynamique d'équipe. Alors, même si nous ne sommes pas l'équipe de France de foot ni même de rugby, et que à part les bateaux biplaces ou 4 places, les athlètes s'élanceront seuls. Ils ne Hmm. construisent pas leur performance seuls. C'est-à-dire que derrière chaque athlète et chaque performance, on va être plusieurs acteurs, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, par rapport à ça, il va y avoir des dynamiques de lieux d'entraînement, de déplacement en stage, de déplacement en compétition. Et ensuite, quand même, ils font tous le même sport. Hmm. Donc, que ce soit pour des facteurs de côté pratique, ou même des facteurs d'ordre logistique, ou même tout simplement logique, parce qu'ils font quand même le même sport, ce serait facile d'un œil extérieur de dire oui, mais lui et lui, ils ont fait la même séance, alors que lui, il n'a pas les mêmes prédispositions que lui. Oui, mais déjà Ah, mais il y a des contraintes de dans, temps, des dans contraintes la de lieu. séance, les charges ont été adaptées en fonction de chaque personne. Hmm. Et en plus de ça, le but d'une adaptation, parfois, c'est de choisir. C'est comme dans l'Iliade et l'Odyssée, Charybde ou Scylla pour Ulysse, il doit faire le meilleur des deux mauvais choix. Donc, parfois, dans une dynamique J'aime bien la collective, métaphore. mais non, mais dans une dynamique, je disais, c'est très facile quand on est dans son canapé d'un œil extérieur. Bien Moi, sûr. souvent, je regarde les commentaires. Il faut que et d'ailleurs, j'allais dire, faut que j'arrête, mais j'ai arrêté. Mais des vidéos sur Internet, tout le monde est entraîneur olympique. C'est-à-dire que tout le monde va expliquer que telle équipe fait mal, ou tel joueur s'entraîne mal, tel combattant, tel machin. Le Hmm. problème, c'est que lui, il gagne, ou eux, ils gagnent, et pas vous, ou pas. Voilà. Donc, si vous êtes si fort, proposez vos services. Et ce que je veux dire par là, c'est que le but, c'est de proposer des choses qui sont, oui, optimisées, mais surtout qui s'adaptent également à un cadre. C'est-à-dire qu'encore une fois, Hmm. il faut bien penser que la préparation physique doit rentrer euh, dans l'entraînement. Il faut que elle soit bien, qu'elle s'accommode avec la charge d'entraînement bateau dont je parlais tout à l'heure, mais également avec une dynamique qui peut être collective. Donc, je préfère avoir 2 athlètes en salle, même s'ils n'ont pas tout à fait le même morphotype, ça ne me gêne pas à certains moments de la séance de faire des adaptations, mais qui vont faire la même séance en s'encourageant et en s'entraidant, parce qu'il vaut mieux une séance, je dirais, moyenne sur le papier, mais par contre qui est réalisée à 110% d'intensité parce que les deux vont se pousser vers le haut, que la plus belle séance sur le papier en respectant les plus éminents des critères scientifiques, mais, mais par contre qui sera faite à 25 ou 30% parce que j'aurai chaque personne dans son coin qui sera malheureux. Donc oui, je fais des individualisations. Ce que j'aime bien, c'est adapter les individualisations, moi, par rapport à la personne, parce que ça aussi, c'est une autre. Je réfléchis à vote en même temps que je te réponds, mais je Oui, pas de souci. préfère, quand je suis à distance, encore une fois, pour un ordre pratique, envoyer des exercices types où je sais que la personne les maîtrise parfaitement et va bien les faire, plutôt Ouais. qu'envoyer le beau programme sur le papier avec un angle incliné à 32 degrés et une pronosupination dans le tirage ou les fesses sur un support instable, mais que par contre l'athlète ne va rien comprendre et va au mieux mal faire le mouvement et au pire pas le faire du tout. Donc parfois s'entraîner, c'est faire des choses simples
bien, mais les répéter dans le temps. Ok. Faut pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu l'as dit dans ma présentation, moi, je suis un petit peu sur les deux aspects. C'est un petit peu mon cheval de bataille et je défends souvent ça, l'aspect théorique et l'aspect pratique. Mais il faut bien prendre en compte que pour passer d'une barrière à l'autre, pour mettre en pratique la théorie, des fois sur le terrain, il y a des choses qui se passent. Hein. On travaille avec de l'humain, on ne travaille pas avec des méthodes d'intelligence artificielle où une fois qu'on a rentré le programme, la personne va le faire comme ça. Il faut l'expliquer, il faut le soumettre et le défendre, et il faut qu'il soit bien fait. Donc bien fait, bien exécuté. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. C'est pas forcément des choses qui nous sont apprises sur notre cursus, mais c'est la vie réelle. C'est pour ça que je dis, il y a les experts du canapé, mais j'ai rien contre eux, parce que parfois je le suis aussi. Hein. On est le premier, et c'est normal. Hein, la critique, le jugement. Souvent, j'entends qui suis-je pour juger, mais tout le monde a le pouvoir de juger. Tout le monde, c'est bien d'avoir de l'esprit critique, parce qu'à ce moment-là, sinon, on ne remet rien en question et tout est on peut dire Hmm. amen à tout et il y a aucune réflexion derrière. Donc je trouve que c'est une solution de facilité de dire tu n'es personne pour juger. Si tout le monde a le droit de juger, ce qu'il faut c'est derrière justifier et débattre de ses arguments avec de la logique et du bon sens. Parce qu'encore une fois, il y a ce que je disais, il y a l'aspect scientifique et il y a la logique qu'on va mettre en place le jour J. Ok. Voilà, on pourrait conclure que c'est vraiment un sport individuel qui se pratique en groupe, qu'il vaut mieux une séance qui soit bonne et bien exécutée qu'une séance qui soit excellente sur le papier mais infaisable ou pas compréhensible. Oui. D'ailleurs, par rapport à ça, comment tu fais pour motiver les troupes? J'entends par là, je sais que c'est un sport qui est quand même cyclique, qui est assez répétitif. Il y a un taux, un volume d'heures d'entraînement par semaine qui est très très important, 2 à 3 entraînements par jour, si ce n'est 4. Je suppose qu'il y a des exercices qui doivent revenir un petit peu avec redondance dans les séances. Moi, le premier, hein. Je me dis en tant qu'athlète, je me lève à 6 heures du matin pour arriver à la salle et me dire putain, il faut encore que je fasse ça. Comment tu les motives? Alors, Là, c'est plus de la prépa mentale que non, de la prépa mais physique. oui, mais le préparateur physique fait partie des premiers bastions et des premiers soldats de la préparation mentale. Hein. Il n'y a pas Mm. l'un qui va sans l'autre et un préparateur physique, encore une fois, qui aurait un charisme égal à zéro. Je dis pas que qu'il faut être Gérard Depardieu dans la préparation de chaque séance, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je rentre dans un costume d'acteur à chaque fois que je présente une séance. Et c'est ce que je disais, il y a la préparation de la séance en amont, et derrière, il y a vendre sa séance. Et ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que, c'est encore une fois, je prenais l'exemple du gars qui sait tout chez lui. Mais après, quand on va se retrouver face à un athlète qui fait 1m90 ou face à une fille qui a déménagé et qui joue sa vie, entre guillemets, qui joue sa vie, il n'y a pas un pistolet sur la tempe, mais qui va tout faire pour faire la meilleure prestation et performance possible pour les jeux, moi, je peux pas me Mm. permettre de leur vendre n'importe quoi. Donc, encore une fois, tout à l'heure, quand je te parlais de séances moins bien sur le papier, euh, ça reste des adaptations qui restent cohérentes à 98%. Hein. Je leur demande pas de faire des claquettes parce que c'est plus facile à préparer comme séance. En tout cas, ce que je disais, c'est que même si je reste moi-même, on va dire que quand même, j'exacerbe plus certaines parties de mon comportement au moment où je suis en salle. Le préparateur, surtout moi, j'ai plusieurs rôles. Hein. Il y a des fois, je vais être derrière un ordinateur, à compter avoir un aspect comptable ou avoir un aspect, comment dire, Data scientist. ouais, voilà, plutôt chiant. Et il y a des fois où, en fait, le corps, on doit le sortir de son état d'homéostasie et créer un stress suffisant pour arriver à un développement. Donc, c'est ce que je disais, il y a la séance sur le papier et il y a l'exécution de la séance. Donc, on peut avoir
c'est toujours le même principe, la meilleure séance du monde. Mais si elle est faite, alors je dis pas qu'à chaque séance, il faut s'évanouir, vomir et saigner du nez. Mais si la Mm. séance, elle est faite à 95% de ses capacités et que pour dépasser un certain stade, qu'on est sur une 3e ou 4e semaine de développement, qu'on cherche à faire déplacer des seuils ou des limites, l'athlète ne va pas au bout de ses capacités, rien ne va se passer, ou alors il va maintenir ses capacités, donc il restera 7e, 8e, 4e, mais il accédera pas au podium ou à la médaille d'or. Donc, il faut, ce que je te disais, être un bon vendeur, un bon acteur. Donc moi, la séance, quand j'arrive en salle, même si c'est leur métier, tu disais comment ils font pour se lever à 6 heures, euh, moi je trouve donc oui, respect à eux, bravo. Par contre, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue, comment dire, se mettre dans le corps d'un entraîné professionnel, parce que les Mm. athlètes sont des entraînés, sont des gens qui se font entraîner. Euh, je leur répète que c'est pas non plus, ce ne sont pas des ouvriers à la mine. Donc, Mm. j'aime bien leur remettre les choses en question et remettre, on va dire, les choses dans l'axe. Il y a pire que être quelqu'un en bonne santé et de s'entraîner pour être en encore meilleure santé. Alors oui, il y a des dérives dans le sport de haut niveau. Je suis pas là pour les nier. Euh, Certains sports à un certain niveau vont être plus délétères qu'autre chose pour la santé. Mm. Il y a des dérives dans tous les sens qu'on pourra citer, mais on aime bien plutôt, on aime bien souvent citer les dérives et pas s'attacher au reste, à la base et à ce qui fonctionne. Mais en tout Mm. cas, ce que j'aime bien signaler, c'est que c'est un super projet et c'est un super processus que d'être un athlète parmi les plus en forme et les plus forts entre guillemets de sa discipline au monde et de s'entraîner pour essayer d'atteindre un Graal, une quête, je dirais limite philosophique. Donc oui, parfois c'est répétitif, mais par contre, la répétition parfois mène à la performance. Chaque sport va demander des centaines, des milliers d'heures, des centaines, des milliers de répétitions pour comment dire, pour performer un geste et être, on va dire, le meilleur au monde quasiment à faire ce geste-là. Il faut le faire des centaines de milliers de fois. Mm. Et pour se développer physiquement, il faut répéter. On dit souvent s'entraîner, c'est l'art de répéter. Donc, il y a des mouvements, oui, des tractions, des tirages, des développés couchés. Enfin, il y a des mouvements que les athlètes ils font depuis qu'ils sont tout jeunes et qu'ils vont faire jusqu'à la fin de leur carrière. Et peut-être même après pour ceux qui aiment s'entraîner. Mais c'est obligé d'en passer par là parce que ce qui est sûr, c'est que si tu le fais, t'es pas sûr de réussir. Par contre, ce qui est évident, c'est que si tu le fais pas, tu vas pas réussir. Donc, il faut faire le bon choix. Un vrai manager. Mais non, mais ce que je te disais, donc tu me demandais, ben, j'essaye de les C'est vrai. motiver au mieux, de présenter le programme de la meilleure des manières. Il faut qu'ils y adhèrent. Si moi je sens que j'emmène pas, qu'ils sont pas réveillés ou que j'emmène pas les troupes avec moi, réaliser une séance, c'est un petit peu amener des gens sur le champ de bataille. J'ai pas un métier, je vais dénigrer aucun métier, mais j'ai pas un métier, j'estime classique. Et moi, quand j'ai des gens en face de moi, ben, je leur explique qu'aujourd'hui, ils vont faire la meilleure séance de leur vie. Tous les jours, je leur dis ça. Et il faut les transcender. Ouais. Et c'est une partie du métier qui est souvent mis de côté et qui est extrêmement complexe. C'est que il y a les techniciens qui vont faire les plus belles séances sur le papier, et puis il y a ceux qui seront capables de les faire faire à leurs athlètes. C'est deux mondes différents. Tout à l'heure, tu as parlé donc de planification, qu'ils avaient un calendrier assez espacé, avec une méthodologie plutôt linéaire, où tu avais vraiment des cycles où tu pouvais développer certaines qualités. Tu as parlé de la période hivernale, où du coup, comme il fait froid, ben, en fin de compte, ils sont beaucoup plus en salle de musculation. Je suppose qu'ils font beaucoup plus de canoë à l'approche des compètes et sur la période estivale. Est-ce que tu as d'autres méthodologies d'entraînement? Est-ce qu'ils vont parfois s'entraîner à la montagne, en altitude ou autre? Ouais, donc par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, dans une planification de saison,
on va avoir des périodes de stage. Alors, les stages, ils vont avoir plusieurs objectifs. Ça peut être de se rapprocher et d'apprivoiser un lieu d'entraînement, un lieu de compétition, pardon. Donc, s'entraîner sur un lieu de compétition. Là, je fais référence surtout aux slalomeurs, où contrairement au bassin de course en ligne, il va y avoir la spécificité. Je vais prendre l'exemple brûlant. Demain, nous partons en Angleterre pour les 2 dernières semaines de ligne droite qui vont nous mener au championnat du monde à Lee Valley, donc le centre en Angleterre, qui sera qualificatif pour les Jeux Olympiques 2024, donc dans lesquels on va commencer à faire émerger les athlètes qui pourront prétendre à représenter notre patrie au JO. Alors là, il faut savoir qu'on enregistre l'épisode le dimanche 10 septembre 2023. Et là, tu pars demain en Angleterre, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. Donc, premièrement, les stages servent à visualiser et préparer la spécificité du lieu de compétition. Deuxièmement, il va y avoir un aspect plutôt météorologique, comme c'est un sport extérieur. Généralement, on a des lieux de stage qui peuvent être sympathiques, qui peuvent être la Guadeloupe, la Réunion, Dubaï, l'Australie, et même, je dirais, en France, au niveau du Lot, des endroits un petit peu plus ensoleillés, donc des endroits plus pour des conditions clémentes. Troisième chose, sortir l'athlète, donc qui est un moine toute l'année, et on va dire le régénérer et lui apporter un changement psychologique. Et la dernière, je dirais, le dernier intérêt serait d'aller chercher des conditions dites environnementales. Donc aujourd'hui, dans la préparation physique moderne, on retrouve différents stress environnementaux. Donc on peut avoir les stress thermiques, de chaleur. Donc là, je peux faire référence à des sports comme le rugby à 7, où ils ont des tournois justement aux Émirats. Je peux faire référence, j'aime beaucoup, du coup tu l'as cité, les circuits de triathlon. Pareil, ils vont devoir parfois réaliser leur Coupe du Monde sur des endroits très chauds, sur les circuits WTS, ITU. Enfin, il y a pas mal d'endroits en chaleur. Et également des endroits plutôt dits hypoxiques, donc avec des variations au niveau oxygène. Alors là, je dis évidemment un gros mot et une manière vulgaire d'exprimer la chose, que ce soit pour la compétition ou que ce soit pour nous, d'utiliser un stress hypoxique, donc le fait de s'entraîner en altitude, pour aller retirer des bénéfices pour l'entraînement. Ok. Alors, je sais que tu as fait un master de recherche en STAPS sur la thématique justement de l'entraînement en hypoxie. Tu avais même démarré une thèse sur la même thématique avant de signer pour les Jeux. J'ai plein de questions à te poser sur le sujet. Je sais que tu vas être assez limité par le temps. Donc, ce que je te propose, si tu le souhaites, c'est de te réinviter sur le podcast pour faire un autre épisode où on pourrait en parler un peu plus en détail, si c'est envisageable pour toi. Et du coup, j'aimerais savoir, si c'est pas indiscret, quels sont, toi, tes projets sportifs et professionnels à court et moyen terme. Alors, pour la dynamique de l'entraînement en hypoxie, oui, on pourra en reparler. Là, il y a pas de problème à ce niveau-là. C'est quelque chose que nous avons l'habitude d'utiliser. Je disais les stages d'entraînement qui, pour nous, peuvent être des endroits comme Font-Romeu ou Prémanon. Et les usages, on pourra en discuter dans un autre épisode, peuvent être multiples. Hypoxie normobarique, hypoxie hypobarique. Est-ce que c'est un développement direct ou un développement indirect des qualités? Est-ce que c'est un effet rebond à moyen ou à long terme qu'on va chercher? Tout ça, on pourra rentrer dans les détails un petit peu plus. Comme tu l'as dit, c'est une particularité d'entraînement que
que je maîtrise un petit peu et que j'ai étudié un petit peu et sur laquelle j'ai enseigné également en STAPS. Euh, Tu m'as demandé mes projets à moyen et long terme. Projet professionnel, c'est de mener mon contrat à bien. Alors, ce que j'appelle mener mon contrat à bien, pour moi, je suis pas comme je disais, sur un travail classique. On est un petit peu sur une mission où on accompagne des gens qui sont dans un projet personnel. Donc, on peut pas se permettre de mal s'en occuper ou de passer ça sous le tapis. Donc, il faut s'en occuper au mieux. Et on va dire que leur réussite, c'est notre réussite. Donc, moi, je vais tout faire pour ma partie pour que les athlètes se retrouvent médaillés aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, que ce soit en course en ligne ou en slalom ou les Paralympiques. Ça fait partie de mes priorités au niveau professionnel. Je dirais il y en a pas d'autres que celle-là. C'est pour ça que j'ai été embauché, c'est pour ça que les entraîneurs travaillent. Ça va être également un cheval sur ça de mener ma thèse de suivi longitudinal des athlètes à bien et de soutenir un projet de thèse cohérent et solide. Euh, donc voilà pour le court terme. Et pour l'aspect sportif, je reste un sportif amateur, comme tu l'as dit, passionné, euh, de continuer à avoir des projets de de course, que ce soit sur le côté course à pied ou sur le côté triathlon, et de progresser, parce qu'on ne cesse jamais de progresser. Et je trouve que c'est bien aussi que notre corps soit entre guillemets notre laboratoire, parce qu'on apprend aussi beaucoup avec sa pratique personnelle. Donc moi j'ai entre guillemets un temps pas trop mal maîtrisé les sports de force avec les barres et les haltères. Et là, je suis en train de bien m'attaquer au sujet des sports plutôt d'endurance, plutôt aérobie. Et je continue à développer le poumon, on va dire, et le muscle le plus important du corps, le myocarde, et pour essayer de pas être trop mauvais sur ces aspects-là. Donc, je m'éclate bien sur ça et voilà. Ok. Est-ce que tu vises une épreuve en particulier là? Est-ce que tu t'es réengagé sur un Ironman ou une autre compétition? Alors là, Si tu souhaites en parler. oui, ben j'ai pas de, j'allais dire j'ai pas de secret. Je, je vais pas m'aligner sur les Jeux 2028 que Kipchoge et Blumenfeld se déstressent. Je vais pas les mettre en péril. Ah bon? Euh, non, mais par contre, je trouve qu'il y a une telle densité dans ces sports au niveau amateur que tu trouves toujours une roue à accrocher dans une sortie vélo ou alors sur une piste d'athlétisme pour te mettre le couteau sous la gorge. Et tout le monde aime bien se dire à peu près champion ou connaît un champion du monde ou un champion de France de je ne sais quelle discipline, mais en tout cas les vrais champions on les connaît, on les a identifiés et ça n'empêche pas que le niveau soit très élevé dans ces sports-là. Donc euh, là je prépare un 10 km et également un semi-marathon qui va enchaîner sur les mois d'octobre et de novembre. Et Ok. je vais rester plutôt axé sur la course à pied qui se prête bien à ma situation géographique actuelle, c'est-à-dire proche d'un club d'athlétisme et avec pas mal de chemins pour courir et moins évident de rouler par rapport au côté circulation Circulation. des voitures, bien que je reste un amoureux inconditionnel du vélo, que je sors dès que je peux sur les routes limousines qui pour moi s'y prêtent à 200%. Ouais. Euh, Ça, c'est le grand drame des cyclistes habités en forte agglomération. ouais, Et ça, d'ailleurs, petit appel, là, s'il y en a qui ont jamais fait de vélo et qui conduisent, faites attention quand vous voyez un cycliste sur le bord de la route. Sachez qu'il a les pieds attachés à klaxonnez-le, ses faites-lui des pédales. appels de phare et insultez-le. Voilà, exactement. Rabattez-vous sur lui. Ils Voilà. adorent ça. Ils adorent ça. Non, Donc, ouais, mais soyez prudents. ouais, N'oubliez pas que sur un vélo, on est en maillot de bain, quoi. On a une tenue qui fait 1 millimètre d'épaisseur. Que si on tombe, c'est des chutes qui se font des fois à 50 km/h.
que c'est directement la peau qui part sur le bitume, qu'on peut se faire extrêmement mal, et il y en a beaucoup qui ont dû arrêter le vélo pour des accidents bêtes de circulation. Oui, Voilà. c'est toujours un bon rappel. Donc c'est vrai que le vélo, c'est un sport magnifique, mais c'est encore une fois un sport en pleine, j'allais dire en pleine nature quand on a la chance, mais en pleine nature sur un endroit qu'on partage. Et c'est vrai que les voitures sont souvent très 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 pressées de faire des choses très certainement très intéressantes pour se rendre d'un point A à un point B. Mais par contre, elles oublient qu'il y a une question, une notion de vulnérabilité qui rentre en compte. C'est que le piéton est plus vulnérable que le cycliste est plus vulnérable que le deux roues motorisé, et ainsi de suite jusqu'à la voiture et au camion. Donc il n'y a pas de... Ça sert à rien de faire des sorties vélo pour que ça dérive en combat de kickboxing ou de MMA. Même si c'est deux sports que j'affectionne également et qui sont magnifiques, c'est pas l'objectif. Donc voilà. Et pour te répondre par rapport à mon emploi du temps et ma situation géographique, plutôt sur de l'aspect course à pied en ce moment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je referai un Ironman prochainement. Peut-être finir l'aspect Jeux Olympiques et thèse avant, parce que c'est quand même même à niveau amateur, une préparation qui demande, je dirais, une quinzaine d'heures par semaine d'implication, même s'il y a toujours des gens qui réussissent avec des capacités de base énormes et un mental énorme à le faire avec moins. C'est bien d'arriver prêt Alors, sur ce genre d'épreuve. Voilà. exactement, c'est que pour le rappeler, un Ironman, c'est à peu près 4 km de natation, suivi de près de 200 km de vélo, suivi d'un marathon en course à pied. Donc chaque épreuve est une épreuve maîtresse. Déjà individuellement sont compliquées. Quand on réunit les trois, ça fait des efforts qui sont supérieurs à 10 heures d'affilée pour les meilleurs. Déjà, si vous arrivez à le faire en moins de 15 heures, c'est pas dégueulasse. Déjà, si vous arrivez à le tenir jusqu'au bout, c'est déjà très bien. Ça demande énormément d'engagement, donc c'est vrai qu'en parallèle de l'activité professionnelle et des études, ça, ça demande beaucoup de rigueur. Merci en tout cas pour toutes tes réponses. Si tu avais des conseils à donner aux préparateurs physiques de demain, lesquels donnerais-tu? Euh, Alors j'ai parfois, je dirais pas souvent, mais j'ai parfois des gens en stage, de bien faire la différence entre les cours théoriques et le terrain, euh, d'essayer en fait d'avoir ce que j'appellerais pardon de l'intelligence opérationnelle, c'est-à-dire d'avoir du recul et d'analyser la personne qu'on a en face de nous. Donc de bien penser, là je parle pas pour le côté data science, hein, je parle de préparation physique sur le terrain avec un athlète ou une athlète. Tout le monde, euh, personne ne réagit pardon de la même façon à une consigne. Donc on va avoir des gens qui vont avoir une éducation différente, un mode de vie, un contexte différent, des antécédents particuliers, des blessures, des objectifs et des manières de se motiver ou des motivations profondes, on pourrait dire, qui sont pas les mêmes. Donc, je dirais au préparateur physique d'être à sa place. C'est pas l'entraîneur directement, c'est pas le copain. C'est une ressource humaine, une aide extérieure qui doit je dis pas se mettre en retrait, mais qui doit rester à sa place, qui doit être droit dans ses bottes, mais par contre qui ne doit pas tout savoir et surtout qui doit bien, ce que je disais, comprendre et cerner la personne qui a en face de nous. Donc, premièrement, avoir ce que je disais, cette intelligence opérationnelle et situationnelle, donc bien identifier la personne qu'on a. Et les deux autres conseils, c'est ce que je défends régulièrement, c'est d'avoir la théorie et la pratique. Donc, encore une fois, je dis pas d'avoir 4 doctorats et d'être champion olympique de toutes les disciplines, parce que tout ça, ça n'existe pas, mais simplement d'avoir déjà fait
un tour de piste en courant, d'avoir soulevé 2 haltères et d'avoir ouvert un livre. Voilà, je le dis de manière avec un petit peu de second degré, mais encore une fois, je pense que les personnes comprendront. Euh, c'est pas possible de dire à un athlète olympique, ou même sans aller jusque-là, un athlète de très bon niveau, c'est pas possible de lui dire de faire quelque chose si derrière nous on n'a jamais rien fait de sa vie et on n'a jamais bougé de son canapé. De la même façon que c'est pas possible de lui dire de faire quelque chose si on ne sait pas le justifier, parce que le préparateur physique, moi j'ai pas les capacités physiques de mes athlètes, hein, il faut bien rester humble et à sa place. Je suis pas mauvais en sport, mais par contre je j'ai pas leur niveau. Et de la même manière qu'il faut un petit peu pratiquer, il faut savoir expliquer des choses. On nous pose des questions, on nous demande de défendre nos programmes, pas forcément de les défendre dans le sens argumentaire d'avocat, mais par contre, il faut pouvoir expliquer pourquoi ce qu'on leur propose est censé être le meilleur des programmes pour eux. Et c'est important de justement avoir les armes euh, théoriques et scientifiques au niveau de la biomécanique, au niveau de la physiologie, au niveau de tous ces aspects-là. Il faut avoir un minimum de connaissances et se renseigner constamment sur ces sujets. Super phrase de conclusion. Je te remercie encore une fois. Je sais que tu as attendu, je vais pas te retarder plus longtemps. On essaye de se retrouver un moment pour parler un petit peu plus de la thématique de l'entraînement en hypoxie. Allez, Avec ciao plaisir. ciao. Merci, salut.